Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats d'une recherche, plutôt deux recherches que j'ai fait et que j'ai décidé d'intituler « La parole des femmes et des mères, ce que nourrir signifie en milieu précaire ». Donc, mon intervention vise un petit peu à vous montrer quelles sont les représentations de l'alimentation propre aux personnes en situation précaire. Donc, en termes de méthodologie, c'était une enquête, d'un côté une enquête sur l'alimentation des femmes dans tous les milieux. On a interrogé à peu près 90 personnes pour avoir une idée des différences qu'ils peuvent avoir entre les différents milieux sociaux, pour avoir un cadrage sur ce qui est vraiment propre aux populations précaires. Une deuxième recherche a été menée par moi, donc dans un quartier populaire à Paris intramuros, où j'ai fait 12 mois d'observation et des entretiens répétés avec certaines personnes. J'ai également animé un atelier cuisine pour avoir des contacts fréquents avec les dames du quartier, et j'ai fait de l'observation des épiceries, les supermarchés, etc. J'ai également habité 7 mois en banlieue parisienne, une banlieue un peu éloignée, où les réseaux de transport sont pas, on va dire, il n'y a pas beaucoup de transport. L'offre alimentaire, elle est assez limitée. Et là-bas également, j'ai fait des entretiens, des observations, et j'ai aussi participé à des activités dans des centres sociaux qui pouvaient être liées à l'alimentation. La prise de contact avec les femmes, elle a été faite en salle d'attente de PMI, parce que je cherchais des femmes qui soient du quartier et en plus qui aient des enfants. D'autres femmes ont été aussi contactées à travers des centres sociaux ou même dans les parcs, etc. J'ai complété un peu mon échantillon avec d'autres stratégies de prise en contact. Donc j'ai fait des entretiens semi-directifs, donc assez ouverts, plutôt sous le mode d'une conversation, qui peuvent aller entre 30 minutes et 2 heures. Ils ont été enregistrés et analysés. Certaines femmes avec lesquelles j'ai plus ou moins d'affinité, on a pu faire plusieurs entretiens, parfois même partager des repas en famille. On a réalisé des visites des cuisines où elles m'expliquaient comment elles rangeaient leurs choses, etc. Pour la plupart, c'est des entretiens qui ont été faits à domicile. Pour certaines, j'ai préféré de le faire en PMI au lieu de leur dire pour avoir accès, dans le parc du quartier, pour certaines d'autres, même en centre social, etc. Donc, la population étudiée, c'est des femmes qui habitent dans les quartiers d'études, ayant des recours à la PMI ou participant à des centres sociaux, à des activités, qui ont des revenus modestes. Pour la plupart, elles sont au foyer, soit parce qu'elles sont en congé maternité, soit parce qu'elles sont mères au foyer, et avec au moins un enfant en bas âge. Donc, ce terrain, il a été difficile. Il y avait beaucoup de refus, on va dire également beaucoup de lapins. Donc, la prise de contact a pris énormément de temps. Donc, pourquoi cela? Parce que parler de l'alimentation, ce n'est pas une tâche tout à fait facile. L'alimentation, quand on parle du savoir-faire, les gens, ils sont très partants à vous raconter leurs recettes, leurs petits trucs, leurs secrets, etc., qui sont valorisés et qui montrent qu'elles ont une certaine connaissance. Mais quand on commence à rentrer sur l'alimentation quotidienne ou l'alimentation propre, les mères de famille, parfois, elles ne voient pas l'intérêt de rentrer sur le quotidien. Ou tout simplement, ça relève aussi du domaine du privé. Donc, c'est des conversations qui peuvent être verrouillées. Également, il y a un manque de distanciation sur l'alimentation. Parfois, on ne réfléchit pas sur ce qu'on fait quotidiennement. Il y a des démarches qui se mettent en place. Et donc, ceci est vrai et pour les pratiques au quotidien et ainsi pour les habitudes personnelles. Une spécificité du milieu précaire, c'est que les courses, la préparation des repas, les prises alimentaires et toutes les étapes de l'alimentation sont soumises aux aléas de la précarité.
aux variations de revenus, aux horaires qui ne sont pas fixes, à des problèmes de santé, à une série de choses qui sont propres du milieu. Et donc, ces pratiques sont peu stabilisées et peuvent être très changeantes d'une semaine à l'autre, même d'un jour à l'autre. Les aliments consommés ne sont pas forcément les mêmes, les horaires, pas vraiment les mêmes, surtout pour les adultes. Les enfants, ils régulent un petit peu, mais on a quand même des variations. Les fréquences des repas ne sont pas les mêmes. On n'a pas forcément la norme des 3 repas. Donc, les mères, en fait, elles sont sollicitées en tant qu'informatrices sur l'alimentation familiale ou les enfants. Elles sont un peu habituées à être sollicitées pour cela, car elles ont été considérées comme des leviers des politiques publiques, notamment de la lutte contre l'obésité ou infantile. Et ces échanges sur l'alimentation sont souvent associés à soit des prescripteurs des normes, comme les médecins, les diététiciens, les assistants sociaux, etc., qui veulent réguler leur alimentation. Ou parfois, il y a aussi des échanges entre pairs, donc autres mères qui préparent des choses, et on voit qu'entre elles, ils ont un regard critique des pratiques des autres. Donc, on va souvent voir, oui, mais vous avez vu ma voisine, comment elle nourrit ses enfants, etc. Donc, si vous voulez parler de l'alimentation, ce n'est pas un sujet anodin. Et la relation est parfois perçue comme hiérarchique et il y a quand même des enjeux qui sont très importants, notamment pour les femmes au foyer qui sont que leur rôle principal est le fait d'être mère. Parce que beaucoup de son énergie, elle est concentrée dans la préparation des aliments et s'exposer, se montrer, expliquer ses pratiques, c'est parler de leur occupation principale. Une femme qui travaille, elle peut avoir d'autres domaines dans lesquels elle s'épanouit, etc. Une femme au foyer, et sa vie, elle est vraiment concentrée fortement autour de l'alimentation. C'est pour ça que plusieurs des femmes interrogées, et on voit qu'en milieu précaire, beaucoup de femmes sont au foyer, leur occupation principale est le fait d'être mère. Donc elles sont mères et rien que mères. Nourrir sa famille est sa tâche principale et elles doivent faire une bonne mère, c'est une femme qui est capable de faire une bonne gestion des ressources disponibles. Il y a également le fort investissement dans des tâches domestiques très structurées. Parfois, on a l'impression que c'est un petit peu au jour le jour, etc. Mais quand on rentre en détail, on peut voir qu'il y a quand même des éléments qui structurent leur alimentation, qui ne sont peut-être pas les mêmes qu'on s'attend à voir. Ça, on le verra peut-être. Donc, la distance également entre les normes de l'alimentation. Donc, elles ont un idéal de l'alimentation. Elles ont un idéal qu'elles veulent atteindre. Mais parfois, elles sont conscientes de ne pas toujours l'atteindre, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens, soit parce qu'il y a des choses dans le quotidien qui ne leur permettent. Et cette distance et cette conscience de la distance entre ce qu'on veut faire et ce qu'on arrive à faire constitue une remise en question constante par rapport à ces femmes. C'est quelque chose qui se vit difficilement. Parler de l'alimentation en contexte de forte pauvreté. Donc moi, j'ai interrogé pas seulement des femmes très pauvres, mais j'ai une population qui est un petit peu plus large. C'est pour ça que j'aime bien définir le groupe des femmes avec lesquelles j'ai parlé comme des femmes précaires. Une femme précaire n'est pas forcément une femme qui appartient à un ménage sous le seuil de pauvreté. Pour moi, le seuil de pauvreté ou un ménage sous le seuil de pauvreté, c'est un ménage qui est défini en fonction de ses revenus. Et la précarité va un peu plus loin. Donc, par exemple, j'ai parlé avec une femme au foyer dont son mari, il gagnait 2 000 € par mois. Donc, 2 adultes et un enfant, pour 2 000 €, ce n'est pas considéré comme un ménage pauvre. Par contre, cette dame-là, elle était sans papier, elle arrivait à faire quelques heures de ménage, et donc elle comptait avec 80 € par mois
de disponible. C'était son mari qui payait le loyer, les factures et faisait les courses. Et cette dame-là, dans ce ménage, elle avait une situation très précaire parce qu'elle dépendait complètement de son mari. Donc, si moi, je m'étais attachée à définir toute ma population en fonction des revenus, je n'aurais pas interviewé cette dame. Et par contre, j'ai appris beaucoup de choses sur la précarité, les liens sociaux de cette dame et comment ce contexte pouvait avoir une influence sur ses pratiques alimentaires et la qualité de l'alimentation qu'elle prenait. Donc, en contexte de forte pauvreté, on voit que l'alimentation, elle arrive à être peu diversifiée. Le plaisir de manger se perd. Cuisiner ou faire des courses, c'est plus des activités qui font plaisir. Nourrir la famille pour ces mères est une source de stress quotidien parce que, si vous voulez, elle les confronte presque 3 fois par jour à ce manque et le besoin impératif de nourrir sa famille. Des pratiques d'approvisionnement non marchandes, genre aller prendre un panier dans une épicerie sociale, faire la fin de marché, recevoir des aides, soit familiales ou soit des institutions, sont considérées socialement comme non acceptables et sont dissimulées ou niées. Parfois, on se rend compte, après avoir parlé pendant 2 heures, qu'en fait, ces dames-là, elles vont chercher des paniers, etc. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de contourner. Les difficultés à nourrir sa famille sont assimilées parfois à l'échec de la bonne mère. Donc c'est un échec personnel, le fait de se voir confrontés à cette précarité qui ne leur permet pas de remplir la fonction de la manière dont elles voudraient. Et donc ça relève du domaine de la confidence. Parfois, il faut plusieurs entretiens pour qu'on puisse vraiment arriver à parler de ces choses difficiles. Donc, les trajectoires de vie marquent ces pratiques alimentaires. Quand on partage un repas ou on cuisine ensemble avec ces mères-là, beaucoup de souvenirs reviennent, soit des souvenirs d'enfance, soit les origines des recettes qu'elles ont, les condiments qu'elles utilisent, même les ustensiles de cuisine, elles ont une histoire. Donc l'alimentation, c'est une pratique identitaire très forte et qui cumule ces différents moments de la vie de ces femmes-là. Donc, c'est le résultat d'expériences de vie antérieures. Et en milieu précaire, on a vu que les parcours sont plus accidentés que dans d'autres milieux. Donc on va voir, par exemple, des parcours résidentiels très compliqués, avec des déménagements souvent dans des lieux plus ou moins salubres ou pas. J'en ai rencontré beaucoup de femmes qui ont vécu l'expérience de l'hôtel, qu'en fonction pour l'alimentation, c'est une expérience très difficile à vivre, parce que dans la plupart des hôtels, elles ne peuvent pas cuisiner. Il y a certains hôtels qui ne permettent pas de ranger les aliments. Donc, elles n'ont pas un frigo, etc. Et elles doivent faire appel à l'alimentation hors domicile, ce qui leur revient très cher et leur convient pas forcément. Et cette expérience, elle va marquer la façon dont les femmes cuisinent au quotidien. Une dame me montrait son cuiseur pour faire du riz, auquel elle tenait beaucoup parce qu'elle avait acheté au moment où elle habitait à l'hôtel et elle cuisinait en cachette dedans. Et donc, elle était vraiment très attachée à cette petite machine. Donc, à travers l'alimentation, on va pouvoir lire toute l'histoire de ces femmes-là. Je me suis également intéressée à savoir comment ça se passe dans le ménage. Parce qu'en fait, les repas à domicile où tous les membres de la famille sont assis ensemble sont rares.
finalement, on se rend compte qu'il y a un moment pour le repas des enfants, un moment pour le repas avec le conjoint, parfois un moment différent pour les femmes qui cuisinent, qui n'est pas le même. Donc, du coup, penser que tous les membres de la famille mangent les mêmes choses dans les mêmes quantités et de la même qualité, c'est faire des généralisations qui sont pas vraies. Donc déjà les femmes, les mères de famille, elles sont surprises quand moi je leur demande « Qu'est-ce que vous aimez manger ?» C'est une question qu'elles ne se posent pas elles-mêmes parce que l'alimentation, pour elles, c'est une tâche, c'est une fonction qu'elles doivent faire en fonction des envies des autres membres de la famille. Donc, elles vont vous répondre « Nous, on aime manger ». Ce qui montre bien la place de l'alimentation personnelle de ces femmes. Et je pense que c'est très important de l'avoir en compte parce que finalement, c'est elles qui prennent en charge l'alimentation familiale et qui font passer des messages, des pratiques, etc. Donc, les repas ne sont pas les mêmes pour les différents membres de famille et on voit comment, en situation de précarité, les enfants vont passer en premier, après le mari, et le premier sacrifice, on va dire entre guillemets, sera fait par ces mères-là, qui vont soit réduire leurs portions, soit manger différemment, soit sauter des repas. Et ça se voit dans des habitudes toutes simples de l'ordre dans lequel on sert la famille. Les morceaux sont choisis en priorité pour certains membres. Parfois, elles sont conscientes que leurs besoins sont particuliers et qu'elles limitent leur alimentation et se conforment à des goûts familiaux qui ne sont pas les leurs. Donc, il y a des femmes qui vont vous dire « Moi, j'aime bien les légumes, mais je ne mange plus parce que je ne vais pas me préparer des légumes juste pour moi. Mon mari et mes enfants, ils ne les aiment pas. » Donc, elles sacrifient leur alimentation pour l'alimentation de leur famille. Donc, du coup, les inégalités face à l'alimentation se trouvent déjà à l'intérieur des foyers et ne sont pas une question exclusivement de revenus ou propres à des bénéficiaires de l'aide alimentaire. On va voir qu'il y a des femmes qui vont vous dire « Oh non, quand je suis toute seule, je n'ai pas faim, je n'ai pas appétit, etc. » Ou dire « Oui, non, mais je n'ai pas le temps parce qu'à 11h, je cherche les enfants de l'école, je leur fais à manger, je leur rends, etc. » Donc, du coup, elles expliquent aussi les sauts de repas par d'autres raisons, mais qui sont quand même liées à ce contexte de précarité. La recherche que j'ai menée visait également à comparer deux quartiers populaires de types différents. C'est pour cela que j'ai pris un quartier à Paris intramuros et un quartier en banlieue. Et on se rend compte que déjà les quartiers sont très différents dans l'offre et l'accès à l'alimentation, mais également les logements sont très différents. On trouve qu'à Paris, les logements sont beaucoup plus petits, etc. Donc, ils imposent des contraintes à l'alimentation. Donc, les femmes précaires sont souvent dépendantes des moyens de transport public. On voit que souvent, elles vont faire leurs courses en bus et la quantité des courses va être marquée par la capacité d'une poussette à ranger des choses. Et donc, du coup, elles ont une petite mobilité réduite à cause des enfants, parce qu'aller faire les courses avec un enfant dans la poussette et un autre pris de la main, ça ne permet pas de bouger énormément. Souvent, elles n'ont pas de voiture, même si on voit quand même que des liens de sociabilité peuvent leur permettre de mieux faire ses courses. Je leur faire garder leur enfant pendant qu'ils font les courses, ou partager une voiture et, si on est en banlieue, venir à Paris, à Château-Rouge, faire les courses pour le mois, etc. Et donc, on voit que l'investissement pour l'approvisionnement alimentaire est très coûteux en temps et en effort. Pour beaucoup de ces femmes-là, l'approvisionnement, c'est une pratique quotidienne. Et également, il y a la comparaison des prix
qui n'est pas la même en banlieue et à Paris. On voit qu'une dame qui habite à Paris, elle amène son enfant à l'école, elle passe face à 3 ou 4 épiceries, etc. Elle regarde les prix, c'est presque un automatisme, et elle repère les promotions et des opportunités rapidement. Et elles vont essayer de profiter de ce genre de variation de prix, et comme ça, elles optimisent leurs ressources. En banlieue, c'est un peu plus compliqué. Et elles dépendent énormément, par exemple, des prospectus ou des informations relayées par d'autres dames, parce qu'elles ne peuvent pas faire le tour de tous les commerces régulièrement. Et les échanges entre femmes sur les opportunités d'un supermarché ou d'un autre, je suis allée, vas-y, il y a le lait qui est moins cher cette semaine dans le supermarché, etc. Et à part ça, il faut aussi croiser ceci avec les conditions de logement. Donc, on voit qu'il y a certaines femmes qui, leur logement leur permet, par exemple, d'avoir un congélateur. Un congélateur, c'est un élément qui leur permet, par exemple, d'acheter des lots et de les garder, de faire des grosses courses et de les administrer le long du mois. Ou tout simplement d'aller acheter aussi à des commerces spécifiques de pays un peu exotiques, on va dire. Il y a d'autres logements qui, par contre, sont très petits, qui ne leur permettent pas d'avoir des gros stocks. On voit des logements, une famille de 3 personnes, 14 mètres carrés, ranger 3 paquets de pâtes, ça peut être l'affaire de la décision de comment s'approvisionner et comment on va manger. Donc, du coup, on voit vraiment qu'il y a des logiques très, très strictes de comment faire les courses, de la priorité de ce qu'on doit avoir ou pas dans le frigo ou dans la maison, et ceci va structurer leur alimentation. Donc, on voit que, peut-être pas pour les plus pauvres, mais pour les femmes précaires, choisir ces aliments et pouvoir choisir les lieux où on les achète, ça fait partie de participer de la société. Donc, si vous voulez, une femme me disait, moi, je suis obligée d'aller à un discount pour acheter l'alimentation de ma famille. Et ceci, elle le voyait comme une exclusion très forte qui était redoublée par un quotidien difficile, l'impossibilité de travailler, le fait de vivre avec ses beaux-parents, etc. Donc, si vous voulez, l'impossibilité de choisir vraiment ses aliments, elle le vivait très difficilement. Elle me disait, mais vous savez, il y a des gens qui vont dans des hypermarchés et ils ont leur caddie plein. Moi, je ne peux même pas remplir un caddie dans un discount. Et elle le vivait très difficilement. Et ceci est également compréhensible dans la mesure où la place de l'alimentation dans la consommation et dans le budget familial en milieu précaire n'est pas le même que dans d'autres ménages. La partie, le pourcentage dédié à l'alimentation en milieu précaire, elle est beaucoup plus grande que dans d'autres ménages qui se payent des loisirs, des vacances, etc. Pour eux, l'alimentation, c'est le moment de choisir et de participer de cette société qui les entoure. Et il est d'autant plus difficile quand on voit un entourage d'abondance, etc. Et donc, du coup, c'est au moment où on fait les courses qu'on peut se faire plaisir. Ce n'est pas le moment des restrictions ou des limitations. C'est un moment important. Après, on voit également que les femmes, elles concentrent généralement les tâches domestiques. Et on pourrait peut-être penser que ça serait mieux s'il y a un partage homme-femme des tâches, etc. Et on voit qu'une des tâches qui est souvent faite par les conjoints, c'est les achats alimentaires. Mais quand on parle avec les dames, on se rend compte qu'en fait, c'est au moment des courses qu'on commence à planifier toute l'alimentation. Et donc, en sachant qu'est-ce qu'on a à la maison, quels sont les aliments qui ne sont pas chers ce jour-là et les goûts des familles, c'est au moment des courses où elles commencent à composer tout leur menu. Et le fait de donner cette tâche à leur conjoint
d'une certaine façon, ça limite leur marge de manœuvre et parfois, elle est vécue comme une perte de l'autonomie. Donc, il y a certaines femmes qui, même si c'est difficile, elles préfèrent faire leurs courses elles-mêmes. Et pour certaines des femmes que j'ai interviewées, le fait que ce soit les maris qui s'imposent comme ceux qui font les courses, parce que ça leur donne également une place dans la famille, elle est très mal vécue. Bon, en continuant donc dans la logique de la préparation alimentaire, on va penser à la prise alimentaire et on va voir qu'en milieu précaire, le plaisir de manger en famille, il est très important. Les mères, dans leur fonction de bonne mère, elles vont vouloir que tous les membres y mangent à leur faim et selon leur goût. Donc, du coup, on va voir souvent qu'il y a une individualisation des repas qui est tolérée, voire valorisée. Ces femmes-là, elles vont être fières de dire « Oui, moi je fais 3 repas différents, tout le monde mange à sa faim et tout le monde arrive à manger ce qu'elle aime. » Donc, satisfaire les préférences des différents membres de la famille va également privilégier les appétences des enfants. Donc, on va préparer ce que les enfants ils aiment manger pour être sûr qu'ils mangent et qu'ils ont des repas agréables. Cette différenciation de l'alimentation se voit même au moment de l'approvisionnement. On voit beaucoup de familles qui font leurs courses pour les adultes chez le discount et qui vont aller exprès à l'hypermarché pour acheter les aliments et voir les produits d'hygiène aussi pour les enfants. Donc cette différenciation commence dès l'approvisionnement pour assurer une meilleure alimentation des enfants. Donc il y a une autre chose, c'est que la socialisation alimentaire des enfants va répondre à des logiques différentes que dans des milieux supérieurs, où l'idée, ce n'est pas d'apprendre aux enfants à manger, ce n'est pas le lieu d'apprendre à manger bien, manger sain, c'est le lieu de faire plaisir et de satisfaire les envies des enfants. Donc le moment des repas va être un moment convivial, où on fait plaisir à tout le monde, et correspond à une espèce de parenthèse des privations vécues tout le long de la journée. C'est un moment de repos, un moment qui doit être agréable. On va tout faire pour qu'il n'y ait pas de disputes, etc., et qu'on soit tous contents autour d'un repas. Donc là, je vous ai mis la citation d'une dame qui est en population générale, elle est secrétaire, elle est mariée, elle a un enfant, et elle m'expliquait que le soir, comment elle faisait ses repas. Donc elle disait, mais je ne sais pas comment les gens peuvent faire des légumes tous les jours. Moi, je peux vous faire des légumes, mais enfin bon, c'est pas terrible, quoi. Vous appréciez pas, quoi. Moi, je trouve que le moment de passer à table, c'est un moment tranquille, convivial. Et comme mon mari, je ne le vois pas de la journée, je le vois que le soir, je ne me vois pas lui servir des légumes. Des haricots verts à l'eau? Non, c'est pas motivant, c'est pas agréable, c'est pas bon. C'est pas convivial. Si je lui fais la gueule quand il mange, moi je fais la gueule aussi, c'est pas terrible. Non, bon. C'est vrai que le soir, ça reste quand même, c'est le repas du soir. Donc j'essaye quand même des choses, mais ça reste quand même des choses bien, bien lourdes. Donc là, vous voyez que la priorité pour cette dame-là, ce n'est pas la diététique, l'équilibre alimentaire, c'est le moment de se retrouver avec son mari, qui est aussi important pour elle que pour d'autres personnes serait une alimentation saine. Donc la question de l'alimentation saine se pose parce que en milieu précaire, les aliments préférés sont souvent condamnés sur le plan diététique. Quand on demande naturellement qu'est-ce que vous aimez manger, on va avoir peut-être des aliments comme des frites, des hamburgers, etc., qui sont des aliments qui font plaisir, mais qui sont malheureusement condamnés. Et donc, ceci se voit surtout parce qu'au moment où on prépare à manger, les considérations, les recommandations alimentaires, diététiques, ne sont pas prises en compte. Ce n'est pas le moment de construire la santé au quotidien. À l'inverse des classes supérieures, en milieu défavorisé,
plus que la contrainte morale, c'est la contrainte budgétaire qui s'impose. On va voir que les limites en milieu, dans les classes supérieures, c'est l'idée de manger sain, de manger pas gras, etc., qui sont plutôt des contraintes morales. Et en milieu défavorisé, déjà on a la contrainte budgétaire, on ne veut pas se rajouter encore une nouvelle. Donc, mais ceci, il faut le revoir. Cette liberté de choix, il faut quand même la revoir dans un contexte de pauvreté, bien évidemment. Donc, pour conclure, et pour surtout vous laisser la place de poser des questions, je me pose la question sur ces études qui disent qu'on a, en milieu précaire, une alimentation déstructurée. Moi, je dirais plutôt qu'elle est structurée sur des bases et sur des principes qui sont différents. Parce que quand on a un budget limité et on doit nourrir sa famille tous les jours, et elles le font, forcément, il y a une structure, il y a une stratégie pour assurer l'alimentation. C'est juste que peut-être ça ne correspond pas aux normes diététiques qu'on attend de ces familles. Et leur structuration, leur logique, ce sont toutes des adaptations et des réponses à des conditions matérielles et des représentations de l'alimentation et de leur propre identité. Donc, on va voir, par exemple, monsieur Untel, il aide son voisin à réparer le frigo. Donc, en retour, le voisin va lui dire, on va tous manger au McDo. Il va bien évidemment accepter cette invitation. Mais malheureusement, McDo, c'est un lieu qui est condamné d'après des principes nutritionnels. L'alimentation est également une question d'intégration sociale. Donc, pour partager des aliments, on va manger comme les gens qui nous entourent. Si mamie, elle prépare des tomates farcies avec de la charcuterie, etc., qu'est-ce que je fais si mon enfant il est en surpoids et en principe il ne peut pas prendre la charcuterie? On va lui couper cette relation avec sa grand-mère parce que, sous prétexte de suivre des préceptes diététiques, c'est compliqué. Et également, les invitations, les échanges, etc. se font sur, quand on invite des gens à manger, on va essayer de préparer des choses qui leur font plaisir. Donc, deux choses qui sont partagées selon leur milieu. Et c'est également le moment de manger, c'est le moment de se dire, on n'est pas tout le temps restreint, privé, etc. En gros, on va se lâcher au moment de s'asseoir à table pour créer cette parenthèse dont je vais vous parler. Les logiques de l'alimentation sont propres à chaque milieu. Donc, ce qui se passe, c'est que les milieux les plus favorisés, finalement, sont plus proches des normes diététiques. Donc, du coup, suivre des conseils diététiques, c'est plus facile pour eux que pour des milieux où la distance elle est plus grande. Et beaucoup de conseils, de l'idée de l'alimentation qui est un petit peu partagée maintenant par les politiques publiques de santé, etc., ce sont des conseils qui vont essayer de réguler l'alimentation dans des milieux d'abondance. Donc on pense à l'obésité, donc du coup c'est un peu contradictoire pour les familles précaires où on est plutôt dans des contextes de privation. Donc du coup, je pense qu'il faut savoir que c'est pas que ces gens ils savent pas manger, c'est juste qu'ils vont se caler sur des logiques différentes, identitaires, qui ont été construites le long de leur vie. Bon, je profite ce moment pour remercier tous les gens qui m'ont aidé dans mon terrain à faire des entretiens, les femmes qui ont participé de cette recherche et également les personnes qui m'ont entendu et qui, à travers des échanges, m'ont permis de
de repenser mes conclusions. Et donc, je vous invite à poser des questions suite à l'intervention de Anne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là donc, pour vous présenter quelques travaux, peut-être quelques éléments en préambule simplement sur le contexte spécifique de la recherche que je vais vous présenter. Il s'agit donc d'une recherche de post-doctorat avec un terrain qui a été beaucoup moins long que celui que vient de nous proposer Anna, puisque donc c'était sur une période de 6 mois avec des entretiens réalisés auprès de 28 personnes disposant d'une aide alimentaire. Donc on est dans un contexte pour le coup plutôt de pauvreté et de grande précarité. Vous le verrez, donc ça me permettra aussi de passer rapidement. Beaucoup de choses vont rentrer en résonance avec ce que vient de nous présenter Anna. Alors, je vous propose de suivre le plan suivant. Très rapidement, en préambule, ce que l'on sait déjà de l'alimentation des personnes défavorisées, même si dans la discipline donc, des sciences humaines et sociales, plus particulièrement en sociologie, on a tendance à souligner que peu de choses en France ont encore été faites sur ces questions. Simplement, donc, malheureusement, l'actualité de la précarité fait que de plus en plus de travaux s'intéressent à ces dimensions. Donc je vous présenterai quelques éléments de réflexion là-dessus. Ensuite, je vous présenterai l'une des hypothèses principales de mon travail, à savoir, c'était d'essayer de faire la distinction entre des personnes qui sont dans une situation de pauvreté installée et qui peuvent être traversées à nouveau par d'autres phénomènes de précarisation, versus des personnes qui rentrent nouvellement dans la précarité, voire la pauvreté, à la suite donc d'un basculement plus ou moins soudain. Et du coup, qu'est-ce que ça implique sur les modes d'organisation, les processus de socialisation aussi de ces personnes sur ces dimensions. Ce que l'on verra donc dans le détail dans la troisième partie. Et dans la quatrième partie, je vous présenterai bien entendu l'échantillon d'études de manière détaillée. Alors, ce que l'on sait de l'alimentation des personnes défavorisées, très rapidement, et je crois que là, la dimension la plus importante à souligner, c'est l'hétérogénéité des populations. C'est vraiment la dimension essentielle à souligner. En effet, moi, j'ai réalisé donc 28 entretiens approfondis auprès de personnes en situation de pauvreté, avec des parcours extrêmement différents et distincts. Donc, c'est difficile ensuite de réussir à faire remonter des éléments qui pourraient faire sens à l'ensemble de ces personnes, puisqu'elles ont des parcours extrêmement hétérogènes. Toutefois, donc, on arrive quand même à distinguer quelques éléments. Déjà, bon, alors, tout ce qui concerne les effets du revenu dans plusieurs aspects donc, de la consommation alimentaire. Alors, Anna l'a souligné, la part supérieure de l'alimentation dans le budget de ces personnes, une plus forte sensibilité aux variations des prix, une moindre flexibilité aussi dans les substitutions entre produits, plus faible variété dans les produits consommés, ce qui implique généralement une grande monotonie dans les consommations, et puis une plus faible consommation de certains produits, comme les fruits et légumes, les poissons, les produits laitiers et les viandes. Une consommation à domicile qui est privilégiée, plus d'autoconsommation également, et puis bien entendu des logiques de restriction qui peuvent apparaître, ou de simplification des prix alimentaires, voire d'irrégularité des repas chez les plus pauvres. Autre dimension qui est quand même assez présente, c'est la fragilisation du rapport de l'alimentation comme support du lien social. Là aussi, donc, est généralement soulignée la baisse des socialités et sociabilités dans les prises alimentaires, avec un renforcement parfois de l'isolement, lorsqu'il devient donc impossible de s'adonner aux règles de la convivialité, à savoir par exemple pouvoir recevoir. Et puis, plus la personne s'appauvrit, moins les repas sont vus comme des moments privilégiés. Parfois, la désocialisation s'installe aussi, et du coup, cela peut entraîner donc une forme de désintérêt pour la nourriture. Enfin, une autre dimension donc apparaît, c'est l'articulation entre le statut socio-économique comme déterminant des liens entre nutrition et inégalité de santé. Donc là, il y a quand même une batterie de travaux qui ont été faits sur ces questions et qui tentent à montrer donc, des déséquilibres nutritionnels, voire des carences nutritionnelles résultant d'apports insuffisants. Une surreprésentation de l'obésité et du surpoids dans les milieux populaires, mais pas dans les milieux précaires, a priori, donc selon certains travaux. Et puis, une plus grande résistance à l'information nutritionnelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a débat parfois sur certaines de ces dimensions. J'ai essayé de prendre ce qui faisait le plus consensus.
Sur la question de l'articulation entre alimentation, corps et plaisir des enfants en milieu défavorisé, il y a donc des travaux qui sont présents déjà depuis une soixantaine d'années, notamment en Angleterre, sur ce qu'on appelle l'hédonisme populaire, donc quid des travaux de Richard Hogarth, et qui tentent à montrer que les parents proposent des plaisirs ou des récompenses à leurs enfants dans l'immédiateté ou le quotidien, tout simplement parce que l'horizon est lointain, l'horizon est surtout fragile, incertain, donc autant se faire plaisir dans le moment présent. Donc ça va se traduire ensuite par différents aspects. Et puis, comme l'a très bien souligné Anna, par rapport aux fonctions parentales, effectivement, l'alimentation va être parfois le seul domaine dans lequel les parents ont une prise pour faire plaisir à leurs enfants, puisqu'ils ne peuvent pas toujours proposer des loisirs ou certains types d'habillements à la mode pour leurs enfants. Et puis, il peut y avoir aussi une revendication du choix et de l'abondance alimentaire, qui sont là aussi synonymes d'intégration, voire parfois de revanche sociale, de valorisation donc, et de réussite. Pour les styles éducatifs parentaux, là je me réfère à des travaux antérieurs sur lesquels j'avais un petit peu avancé et qui tentent à montrer que les parents issus de milieux défavorisés sont plutôt autoritaires ou permissifs. On est vraiment sur deux modèles qui sont très, très différents et plutôt moins démocratiques, c'est-à-dire que les négociations sont un peu moins prégnantes au sein des foyers. Ensuite, il y a des éléments sur la question du surpoids ou de l'obésité, plus particulièrement sur le rapport au corps. Donc là, il y a une série aussi de travaux, je n'ai pas cité ceux de Thibaut de Saint-Paul, mais effectivement qui a beaucoup travaillé sur ces dimensions, et qui montrent des rondeurs enfantines qui sont plutôt bien tolérées dans les milieux défavorisés. Alors, la tension sur laquelle je crois qu'il faut vraiment porter le regard, c'est toujours de ne pas risquer de stigmatiser. Bon, d'une part parce que ces populations sont très hétérogènes, mais aussi parce que là on touche le cœur des rôles parentaux les plus essentiels, à savoir nourrir, soigner et surtout aimer ses enfants. Alors, j'ai essayé de schématiser un petit peu de cette façon en parlant de cercle vicieux de la précarité chez les parents. Alors là, il peut y avoir donc des phénomènes de précarité qui vont concerner les rôles parentaux et qui peuvent entraîner de la dépréciation de soi, voire de la mésestime, de la culpabilité, et qui peuvent à leur tour entraîner enfermement, angoisse, sentiment d'insécurité et à nouveau précarité. Alors évidemment, la précarité ne crée pas toutes ces situations-là, mais elle peut l'entretenir, voire la renforcer. Donc vous avez une multitude de relations par rapport à ces rôles parentaux qui sont soulignés par les mères, tout particulièrement, telles que par exemple que cette personne... Alors, toutes les verbatims, des illustrations que j'ai recueillies sont en bleu dans la présentation, et je suis navrée, il y en a beaucoup. C'est parce que j'ai du mal parfois à me détacher de la parole, parce que je trouve que parfois ça fait un peu plus sens que l'analyse qu'on peut en donner. Et vous avez donc cette personne-ci, là, sur la dernière verbatim, qui explique que pour la fête de l'école, il y avait des gâteaux qui étaient demandés aux parents, et qu'elle n'a pas été sollicitée, à l'instar des autres parents. Et c'est quelque chose qu'elle a vécu comme une humiliation très très forte de ne pas pouvoir donc satisfaire à ce rôle-là. Alors j'en viens à des questions. Alors Anna l'a présenté sur l'articulation qu'on peut faire parfois entre précarité et pauvreté. Et effectivement, on est sur des éléments assez différents et qu'il convient peut-être de préciser un petit peu. La précarité, ça peut concerner donc une multitude de situations qui ne touchent pas forcément donc à des phénomènes de pauvreté. On peut être par exemple au chômage et avoir 4 000 € d'ACEDIC et donc pas du tout être en situation de pauvreté. Mais tout de même, ce que l'on tente à montrer, c'est que la précarité s'accompagne, notamment sur la question des métiers, des bas salaires, etc., d'un appauvrissement général de la population, qu'elle est liée aussi à des problèmes sociaux, à des phénomènes d'exclusion, qui donc s'enracinent quand même plus ou moins directement avec ces phénomènes de pauvreté. C'est quelque chose qui est plutôt perçu en France de manière assez négative parce que ça renvoie donc à un risque de paupérisation, un horizon redouté donc de paupérisation de l'ensemble des couches de la population, une incertitude, une insécurité qu'on vit donc comme facteur d'angoisse avec des horizons plutôt à court terme et donc une combinaison de traits négatifs, voire entraînant donc un cumul de handicaps et de difficultés.
Et puis donc ces sources d'imprévisibilité, de mal-être global de la société. En Angleterre, par exemple, la perception est un petit peu différente sur ces questions de précarité, puisqu'on envisage ça de manière un petit peu plus optimiste avec ces notions de flexibilité. En tous les cas, les chercheurs qui s'intéressent à cette notion montrent que c'est un concept non unifié, qui est donc sujet à beaucoup de questionnements, qui renvoie donc a priori à des situations donc, concernant le travail et l'emploi, donc des emplois atypiques, hors normes, toute la réflexion sur les bas salaires, hein, notamment chez les femmes, des détériorations aussi des conditions de travail, avec des flexibilités dans les horaires qui sont difficilement conciliables parfois avec la vie de famille. Des travailleurs pauvres, donc les personnes en insertion, et puis toujours cette imprévisibilité de l'avenir face à la menace donc, de fin de mission. C'est quelque chose qui déborde aussi toutes les dimensions de la vie sociale, et là on le verra avec les personnes que j'ai interrogées, puisque généralement donc, précarité concerne aussi des situations de divorce ou de veuvage, de maladie, etc. Grande diversité, donc je l'ai déjà exprimé, d'expériences de fragilisation. Donc les précaires sont le reflet de réalités sociales assez hétérogènes. Alors, l'hypothèse principale que j'ai essayé sur laquelle j'ai essayé de travailler dans mon travail, puisque je travaille beaucoup sur les questions de socialisation, c'est parti, si vous voulez, d'un contexte à la fois de recherche, mais aussi d'entretien avec des personnes ressources. Alors, pour les aspects de recherche, il y avait un travail que je connais bien, puisque Jean-Pierre Poulain était le directeur de mes précédents travaux, et qui avait montré des différences entre des précaires et les précaires potentiels ou en cours de précarisation. Et j'aimais bien la façon dont il distinguait des personnes en situation de précarité versus des précaires potentiels liés donc, à des formes dynamiques, par exemple le divorce ou la perte d'un travail. Et il avait articulé ces dimensions-là sur la question de l'obésité en montrant que les précaires n'étaient a priori plutôt maigres, n'étaient pas gros, mais que c'était plutôt les personnes en cours de précarisation, donc qui subissaient une évolution plutôt négative dans leur parcours de vie, qui étaient plutôt en surpoids ou en obésité. Donc ça, c'était le premier élément. Et puis des entretiens aussi avec des personnes ressources, à savoir les représentants des épiceries sociales et solidaires dans lesquelles j'ai fait mon terrain, qui toutes me disaient qu'elles avaient le sentiment finalement que les personnes qui étaient en pauvreté, ce qu'on appelle pauvreté traditionnelle, qu'elles pouvaient rencontrer il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, elles ne les voyaient plus. Elles ne savaient d'ailleurs plus où elles étaient passées, ces personnes, et qu'elles rencontraient des nouveaux pauvres qui étaient plus diplômés. Et que ça transformait complètement le rapport qu'elles avaient aussi avec leur métier. Donc c'est quelque chose qui m'a assez interpellée, et je me suis demandé si effectivement on ne pouvait pas retrouver à la fois des personnes qui étaient en situation de pauvreté installée, mais qui pouvaient être concernées par de nouveaux épisodes de fragilisation, versus des personnes qui n'avaient pas connu de phénomène de pauvreté, mais tout à coup qui basculaient dans ce phénomène-là. Et qu'est-ce que ça pouvait induire sur les processus de socialisation de ces personnes? Alors, petite précision, quand on parle de pauvreté installée, je n'inscris pas du tout mon travail dans la perspective d'Oscar Lewis, hein, qui a été largement débattue, avec l'idée donc d'une culture de la pauvreté, c'est-à-dire presque une continuité de la pauvreté qui serait liée à des raisons, des facteurs culturels. Ça ne signifie pas non plus carrière de pauvre ou pauvre professionnel. Étant donné que j'ai fait mon terrain dans des dispositifs d'aide alimentaire, j'entendais pas par pauvre installé des personnes qui avaient une habitude de fréquentation de ces dispositifs. Alors, je m'inscris davantage dans la perspective de Richard Hogarth, dont j'ai mentionné tout à l'heure la dimension d'hédonisme populaire, autour de la culture du pauvre, ou dans la perspective tout simplement de Pierre Bourdieu sur la reproduction d'un capital culturel et social de classe, mais avec une petite distinction, c'est l'idée qu'actuellement, alors d'une part, dans la socialisation, il y a toujours une marge de manœuvre par rapport à ce dont vous héritez, et la façon dont vous vous l'appropriez. Mais en plus, il y a une pluralité des univers de socialisation possibles avec les médias, donc la télévision, la radio, la presse, etc., qui donnent des possibilités aussi différentes de s'identifier. Donc avec des processus d'appropriation de normes, de valeurs et de comportements qui peuvent être différenciés. Donc quelque chose peut-être de moins déterminé quand même que la perspective de bourdieusienne. Alors, je me suis intéressée plutôt donc à la manière dont les personnes rendaient compte de leur expérience vécue, de la pauvreté ou de la précarité. Et donc, j'ai tenté de saisir ces réponses à cette précarité et non les réponses qui contribueraient donc à perpétuer des facteurs externes ou internes des situations de précarité ou plus largement de pauvreté. Alors,
Prêter attention aux trajectoires des enquêtés, ça permet aussi de se prémunir d'un certain nombre de préjugés, tels que, par exemple, les pauvres installés, en fait, ils seraient un peu mieux armés ou mieux outillés pour faire face à de nouveaux épisodes de fragilisation, par exemple. C'est pas ça que j'avais du tout en tête. Par exemple, vous pouvez rencontrer des personnes qui ont immigré, qui connaissent depuis longtemps une situation de pauvreté installée dans le pays d'origine et qui retrouvent des formes de pauvreté dans la terre d'accueil. Simplement, ils sont passés, comme Serge Pogam le précise, d'une pauvreté intégrée dans le pays d'origine à une pauvreté disqualifiante. Et ça va avoir un impact énorme sur la manière dont ils vont se nourrir. Et puis la précarité aussi complexifie les modes d'organisation et de gestion de l'alimentation, puisque justement l'horizon est incertain, voilà, il n'y a pas de sécurité, donc ça réorganise systématiquement les habitudes alimentaires. Ça, on le voit notamment par rapport à la question des prix. Beaucoup de gens me disaient, voilà, vous pouvez avoir des habitudes, des routines dans la manière dont vous faites les courses, etc. Pour autant, les prix ils varient, donc il faut être en alerte en permanence, parce que 30 centimes, parfois, voilà, c'est 30 centimes, plus 30 centimes, plus 30 centimes, et ça peut faire la différence. Donc quelque chose qui vous amène systématiquement à re-questionner le rapport que vous avez avec les choix des produits. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Simplement vous dire que par rapport à la lecture historique donc, de ces dimensions de pauvreté par la sociologie, vous avez des tendances autour d'approches quantitatives où on va repérer par exemple des indicateurs monétaires, des indicateurs de conditions de vie, de pauvreté administrative ou des dynamiques professionnelles, est-ce qu'on est en ascension ou régression professionnelle, versus des approches qualitatives qui cherchent plutôt donc à retracer le vécu des personnes et qui vont donc essayer de repérer des constantes comme le reste à vivre, les difficultés à boucler les fins de mois, etc. Alors, idéalement, les approches, donc, quand elles sont complémentaires, sont plutôt souhaitées parce que ça apporte des éclairages extrêmement différents sur ces dimensions. Donc, pour le coup, là, je me situe plutôt dans une approche qualitative par entretien. Alors, j'en viens donc au résultat. Alors, tout d'abord, donc, sur l'échantillon, donc, pour essayer de repérer ces différences entre pauvreté installée versus peut-être nouveaux précaires, j'ai déjà regardé en fait, par rapport au recours à l'aide alimentaire et à la fréquence en fait, de ce recours à l'aide alimentaire qui peut donner une certaine idée de la chronicité de la pauvreté. Donc, on voit donc, effectivement que 6 personnes sont en fréquentation régulière, 5 ont déjà au moins une fois fréquenté une épicerie sociale et solidaire, et par contre, le gros de mon échantillon se situe dans une première fréquentation. Et puis, il y a d'autres structures aussi qui ont été fréquentées, comme les restaurants du cœur, parfois, ou les colis alimentaires. Pour les structures d'aide alimentaire, elles vont aussi donner quelques éclairages. Vous avez, donc, moi j'ai fait de l'observation auprès de 4 structures dans la région, dans Toulouse, dans la ville de Toulouse. Donc la région Midi-Pyrénées. Donc effectivement, comme Anna le soulignait, je pense que transposer au contexte parisien ou de la banlieue parisienne, j'aurais des choses extrêmement différentes, notamment par rapport aux logiques d'approvisionnement, j'y reviendrai. Pour les structures, donc, vous aviez en fait soit pour la structure B et C des dispositifs qui accueillaient quand même à près 160 familles par semaine. Et à raison, donc les familles payent 10% du caddie total. La structure A, c'était une démarche complètement différente puisqu'elle accueillait simplement 12 familles pour une durée de 1 an, donc on était sur du long terme, à raison donc, de 50%. Les personnes devaient débourser 50% de leur caddie. Donc on est vraiment sur des éléments différents et qui vont avoir une incidence aussi par rapport aux trajectoires des personnes. Et puis la dernière structure, la structure D, c'était donc un caddie qui était offert, mais qui ne laissait pas le choix aux populations donc, pour les aliments. Et avec donc des durées extrêmement variables et des renouvellements possibles pour certaines familles. Pour la description donc, des personnes enquêtées, très majoritairement, j'ai interrogé des femmes, puisque c'est essentiellement elles que j'ai vues donc, présentes sur les sites. Alors bon, il y a voilà, un certain nombre d'explications, mais à l'heure actuelle, comme dans toutes les couches sociales, c'est encore elles qui font largement la cuisine. Et donc, ils vont faire les courses. Mais il y avait un autre élément aussi en tête pour les couples qui a été mentionné, c'était l'idée... alors, les hommes, ils étaient parfois là, mais ils étaient en retrait, c'est-à-dire qu'ils attendaient que les femmes fassent les courses, et ils étaient là pour porter les courses. Donc, il y a une forme de dévirilisation parfois des hommes à venir dans ces dispositifs, et les femmes sont en tous les cas dans leur dire davantage dans une acceptation de la logique sacrificielle, parce que c'est humiliant d'aller réclamer pour ces femmes, d'aller réclamer donc de l'aide. Pour l'âge, donc on est plutôt sur un échantillon entre 25 et 45 ans pour ma population d'enquête. Majoritairement donc des personnes qui sont séparées ou divorcées.
et puis qui ont entre 2 et 3 enfants. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Plutôt sans emploi. Pour ces différences donc, entre pauvreté installée et nouveaux précaires, on peut voir donc qu'il y avait 4 personnes qui étaient en pauvreté installée avec une stabilité de la situation. Donc c'était plutôt des personnes qui étaient presque en marginalité de tout dispositif finalement d'aide sociale. Il y avait des pauvres installés donc avec de nouveaux épisodes de fragilisation. Alors pour le dire, c'était par exemple des gens qui me disaient « moi j'ai toujours été simple, j'ai toujours vécu simplement ». Et il y a eu un épisode ou une accumulation d'épisodes qui ont fait que là, tout à coup, on n'arrivait plus à joindre debout à nouveau et c'était beaucoup plus difficile. Et puis des gens qui ont basculé en raison donc d'un déclassement ou d'un appauvrissement dans la précarité. Alors, la perception de sa propre situation va dépendre aussi du basculement dans la pauvreté. Donc vous avez des manières très très différentes de se définir par rapport à ces dimensions, telles que je les ai repérées. Des gens donc, voilà, qui sont familiarisés avec ces questions de pauvreté. Hein, je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été simple, on était restreint, on était portionné, parce que ma mère ne pouvait pas suivre. Donc voilà, une multitude d'expériences similaires. Une forme de lassitude aussi, de démotivation chez certaines personnes, de la logique comptable. C'est extrêmement épuisant en fait, sans arrêt de devoir compter, et montre finalement un lourd passif en fait dans cette gestion comptable. Versus donc des formes nouvelles de précarité qui sont repérées soit à travers l'idée donc qu'on traverse une mauvaise passe et que voilà c'est transitoire, on va se refaire. Là temporairement, le dispositif d'aide alimentaire va nous permettre de remettre un petit peu les finances à flot et puis voilà c'est un mauvais épisode. Ou alors une forme de réalisme aussi, teintée parfois d'une perception négative, avec donc des personnes qui peuvent vous dire j'étais chez les moyens, je suis passée chez les pauvres, ou je me situe en dessous du seuil de pauvreté maintenant par rapport à ma vie d'avant, moi ça m'a foutu en dépression. Enfin, voilà, donc des choses assez évidentes à repérer. Alors, pour les résultats, donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien. C'est qu'il y a 4 situations principales qui précarisent les individus. Des situations de divorce et de veuvage, notamment pour les femmes, surtout quand elles sont sous-diplômées ou qu'elles n'ont pas travaillé, comme Anna le disait, quand elles sont par exemple au foyer. Une situation de divorce, ça va être catastrophique après pour ces femmes. La perte de travail ou les bas salaires, qui est très présent aussi. L'expérience de la maladie longue, qui du coup entraîne aussi une perte du travail le plus souvent. Et puis la spirale de l'endettement, notamment chez les petits propriétaires. Donc des gens qui vivaient chichement, mais tout à coup, voilà, avec tout ce qui se passe actuellement, vont se retrouver complètement endettés et dans des situations donc, extrêmement complexes. Alors globalement, pour avoir quelques tendances par rapport aux personnes interrogées, ce qui ressortait principalement des entretiens, c'était l'idée que la période était moins faste pour tout le monde. Donc à la fois le sentiment d'une société qui est moins abordable au niveau du pouvoir d'achat, de la consommation, en termes de réussite professionnelle aussi et sociale. Et idée aussi que la précarité peut renforcer le sentiment d'échec dans une société qui est hautement concurrentielle. Évidemment, donc tout à l'heure je parlais des rôles parentaux, mais les rôles sociaux aussi, comme le fait de, par exemple, payer des impôts, sont également abîmés par la précarité. Et ça peut donc entraîner une dévalorisation, une baisse d'estime de soi, qui ne crée pas la précarité, mais qui peut éventuellement l'entretenir. Et quelque chose aussi de constant, c'est l'idée de rester digne et de supporter l'humiliation. C'est quelque chose de très, très, très présent dans les entretiens réalisés. Voilà, une redondance des mots humiliant, etc. Donc on a tendance aussi à ne pas vouloir exposer trop sa situation et à pas trop la partager. Ce qui implique aussi, par rapport à la question d'entourage social, le fait qu'il soit peu ou pas sollicité. Alors, dans ce cas-là, le dispositif d'aide alimentaire correspond à un soulagement, parce que ça permet donc de ne pas s'étendre sur sa situation. Il y a l'idée aussi que finalement, l'entourage proche, il est aussi concerné par des épisodes de fragilisation. Donc on ne va pas les enquiquiner avec ces questions-là, puisque eux-mêmes ont leurs propres soucis. Et puis, en arrière-plan, parfois, ça peut aussi traduire la perte des soutiens sociaux et familiaux. Donc ça, on le retrouve davantage en filigrane des entretiens qui sont évoqués. Alors, bon, ça, c'est des choses aussi qu'on connaît bien et que j'ai retrouvées dans les entretiens que j'ai réalisés. C'est une hiérarchisation des dépenses, avec quand même, là, en tous les cas, dans les dires des personnes, une priorisation pour le loyer. Le loyer, c'est ce qu'on paye en premier. Viennent ensuite les factures et les charges, et seulement après l'alimentation. Et puis, bien entendu, après le soin, sauf quand il y a une maladie qui est grave et avérée, auquel cas donc, on essaie de se débrouiller pour se soigner. Mais on est vraiment dans une démarche curative et pas préventive.
Les vêtements et l'éducation viennent ensuite, et les loisirs sont quasiment inexistants pour les personnes que j'ai rencontrées. L'une des personnes, par exemple, me disait j'arrive parfois à m'offrir un café ou deux dans le mois. Donc, vous dire, on est vraiment sur des situations extrêmement compliquées. Et il y a une hiérarchisation aussi dans les dépenses qui est faite en fonction des populations. On priorise les enfants de manière assez forte. Vient ensuite le père ou le conjoint et la tante, donc la maman, plutôt dans une logique donc, sacrificielle. Alors, Anna l'a souligné tout à l'heure, donc effectivement, pour la question des équipements et des espaces, alors on a des situations extrêmement hétérogènes selon les populations, mais c'est vrai que ça peut être caractérisé par une certaine insalubrité quand même et des équipements minimums. Et du coup, dans ce contexte particulier de la pauvreté, le congélateur est un véritable atout. Donc effectivement, il faut déjà avoir la place d'avoir un congélateur, les sous aussi pour l'acheter. Mais ce que ça permet, c'est de davantage avoir accès aux produits surgelés qui, en règle générale, dans les épiceries sociales que j'ai fréquentées, sont plutôt bien achalandés. Notamment pour la viande. Et donc ça permet à ces personnes une gestion des stocks et une anticipation du manque. Donc une manière de s'organiser pour s'approvisionner donc à la fois en quantité, c'est-à-dire qu'on anticipe le moment où on n'aura plus d'aide alimentaire, et puis ça permet aussi de portionner. J'ai rencontré plusieurs femmes qui me disaient que donc elles cuisinaient sur une journée en masse et qu'elles faisaient des petites portions parce que comme ça elles savent ensuite que pour chaque repas, s'ils sont 4 à la maison, elles vont sortir 4 portions et ce ne sera pas plus. Donc personne ne pourra se resservir. Voilà, il n'y a pas de tentation en fait, à se resservir. Donc c'est vraiment une gestion au jour le jour en fait, des denrées alimentaires. Autre élément qui donne donc des informations, c'est sur les canaux d'approvisionnement, autres que les épiceries. Alors là, c'est vrai qu'on est dans le contexte toulousain et probablement que dans la banlieue parisienne, avec les distances, etc., c'est plus compliqué. Mais là, donc pour le coup, donc les discounters, évidemment, viennent en tête. C'est la meilleure alternative, d'une part par rapport au prix des produits, et puis surtout parce que ça permet de limiter les tentations dans la consommation de certains produits, notamment pour les personnes qui sont nouvellement installées dans la pauvreté et qui ont eu peut-être l'habitude de consommer par ailleurs des produits de marque. Alors bon, voilà, un certain nombre donc, de références en fait, sont ressorties de ces entretiens. Qui vont traduire donc des logiques et des stratégies d'approvisionnement très différentes. Alors déjà, ce qui était extrêmement prégnant, c'était la multiplication pour ces personnes des canaux d'approvisionnement. Donc pour la prospection déjà, c'est-à-dire que les lieux d'approvisionnement vont dépendre du coût des produits et il n'était pas rare d'entendre des personnes qui savaient pertinemment par exemple que les produits laitiers dans tel endroit étaient peu chers alors que dans l'autre ils vont être un peu plus chers, mais que par contre dans cet endroit-ci, voilà, il y aura, on va faire une économie sur la farine. Donc les personnes sont assez expertes finalement dans le repérage donc, de ces prix. Très bonne connaissance, mais au centime près. La viande aussi va être un vecteur par rapport aux canaux d'approvisionnement, tout particulièrement quand vous avez des supermarchés qui acceptent les tickets restaurants. Ça, c'est valable chez les travailleurs pauvres. Ou alors une tradition aussi pour l'achat en gros chez les boucheries, notamment des boucheries halal. Une véritable traque des promotions au supermarché est faite, notamment autour de la publicité et d'Internet. Internet est très présent pour les personnes, notamment nouvellement précarisées. Les supermarchés aussi qui proposent des réductions de 50% quand les produits sont à date limite de consommation pour le jour, le jour J ou le J-1. Donc ça, les personnes le savent pertinemment et elles viennent avant l'ouverture du magasin pour ensuite se précipiter sur les produits étiquetés à 50%. Et puis donc le recours possible au ticket restaurant qui est important. Autrement, abandon des supermarchés traditionnels, on va dire, puisqu'ils peuvent être l'objet de toutes les tentations. Et véritablement, en fait, pour les personnes qui avaient une habitude de fréquentation de ces canaux d'approvisionnement, elles me disent que quand elles y vont, elles sont missionnées, c'est-à-dire qu'elles ont une liste et elles savent qu'elles ne vont pas déroger à cette liste, parce que sinon, voilà, ça va être un gouffre financier. Alors, il y a vraiment l'idée de sacrifice des marques et c'est très très fort chez les situations des personnes en situation de pauvreté installée, voire une certaine indifférence par rapport aux marques qui a été créée, perpétuée depuis de longues dates. Fréquentation donc extraordinaire et encadrée pour le plaisir lorsqu'il y a une lassitude aussi ou aussi quand il y a une source inhabituelle d'argent.
chez les personnes qui sont donc nouvellement précaires. Et ça traduit aussi un désir de consommer des produits de marque, comme tu le soulignais tout à l'heure, voilà, avec une idée aussi qu'elles ne sont pas différentes des autres populations et ont envie d'appartenir à la société de consommation. Fréquentation des marchés, alors dans ce que j'ai pu observer autour de pratiques de glanage qui sont bien documentées aussi par les sociologues, ou la négociation de paniers, c'est plus vérifié chez les pauvres installés et les seniors de mon échantillon. Donc là, on comprend bien qu'il y a des phénomènes de socialisation qui sont assez prégnants. Et donc ça va se traduire par des types de produits recherchés, notamment pour la fabrication de soupes maison par exemple. La fréquence des courses va dépendre aussi de plusieurs facteurs, dont le reste à vivre pour l'alimentation et les flux et rentrées et sorties d'argent. Pour les plus démunis que j'ai pu rencontrer, les courses, elles sont faites au jour le jour, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on a, on va s'approvisionner. Et surtout, on va toujours avoir en tête le souci d'équilibrer, notamment pour les enfants. C'est-à-dire qu'on va se documenter pour savoir ce qu'ils ont mangé à la cantine, pour ensuite pouvoir ajuster le repas du soir voilà, pour permettre l'équilibre nutritionnel le plus possible. Et puis, ça va dépendre, bien entendu, de la gestion des stocks possibles, donc oui, des espaces et, par exemple, du congélateur dont je parlais tout à l'heure. Alors, la conséquence de l'appauvrissement par rapport au choix des produits, déjà, il peut y avoir une réorganisation des habitudes de consommation, avec donc des choses qu'on connaît bien, un privilège accordé aux produits de première nécessité, plutôt les produits de base, les gros formats aussi qui sont privilégiés, et puis les denrées qui ont des fonctions rassasiantes, comme les pâtes et le riz, et une suppression ou une nette diminution de l'achat de produits qu'on pourrait appeler superflus, comme les olives, les épices, les cacahuètes, et pourtant qui permettent largement d'enculturer certains plats pour certaines populations. Mais c'est des produits qui sont souvent trop coûteux ou qu'on ne trouve pas aussi dans les dispositifs d'aide alimentaire, pas toujours, même si ça a pas mal changé. Suppression aussi ou nette diminution des produits de luxe ou de qualité type chocolat, café et fromage, certains types de fromage bien entendu. Ainsi que donc les produits frais comme la viande, le poisson, fruits et légumes. Les produits de plaisir aussi comme la pâtisserie, les confitures. Et en dernier recours, les produits à destination des enfants. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Les enfants sont sacrifiés, entre guillemets, en dernier. On essaie toujours de les préserver de la pauvreté, notamment pour les questions de goûter et de collation. Des logiques comptables qui sont extrêmement prégnantes, avec des calculs très forts, une connaissance fine des prix au kilo, liste précise des achats, comparaisons qui ont été menées, donc une véritable expertise, et puis aussi des formes d'automatisme dans les achats, de rythme qui peuvent impliquer une certaine monotonie aussi dans le choix des produits, et donc des formes de routine et de gestion serrée qui sont plutôt faites par les femmes, comme tu l'évoquais aussi, avec donc des logiques d'anticipation du manque qui sont assez présentes chez les mères nourricières. Par contre, alors moi j'ai observé des choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que les femmes avaient tendance à me dire que les enfants et les conjoints n'étaient pas toujours les bienvenus parce qu'ils perturbent la donne. Alors ça, c'est valable aussi, je veux dire, de manière générale pour tous les foyers, mais là encore plus dans une situation de grande pauvreté où chaque sou est un sou. Et donc, voilà, pour éviter les sollicitations des enfants ou pour éviter aussi les contrariétés par rapport à une moins bonne gestion en fait, du panier par les conjoints, beaucoup en fait, ont tendance à le faire seuls. Alors, autre élément aussi qui est ressorti, que je trouvais intéressant, c'était l'idée toujours que ces personnes en fait, appartiennent à notre société, et donc elles sont bien informées quand même de certains arguments santé, en termes de santé, d'environnement, en termes gustatifs et esthétiques, et que ces arguments vont être mobilisés parfois au service donc, de la justification à manger moins. Par exemple, donc vous avez la deuxième illustration qui me semble intéressante, où cette personne explique qu'elle essaye que son petit garçon est pareil que les autres, mais au lieu de faire un McDo, on va faire un McDo maison. Comme ça, son steak, je peux lui faire cuire sans la graisse. Au lieu de lui mettre 2 fromages, je vais lui mettre 1 fromage, mais il mangera comme les autres. Donc très important aussi ce besoin donc, de normalité dans les comportements. On fait que ça, on fait le McDo maison, le quick maison. Ça change, c'est quand on achète les ailerons et les ailes. Quand tu commences à avoir un nombre, tu te dis que c'est mieux à la maison, c'est moins cher. Donc on voit bien que sont conciliés à la fois des objectifs de santé, de corpulence, avec des objectifs aussi de coût des produits. Faire le McDo à la maison, ça revient moins cher. Autre élément, par exemple, ce jeune homme qui était d'origine sénégalaise, si mes souvenirs sont bons, qui expliquait qu'il achetait plus de produits qui viennent des îles, des bananes, des ananas, des avocats, parce qu'en plus, environnementalement parlant, ça ne me correspond pas. Donc on voit bien qu'il y a une conciliation entre le coût de ces denrées, parfois, qui peut être assez coûteux, et puis donc des enjeux environnementaux, tout simplement, pour
faire venir ces denrées. Voilà, donc une multitude d'exemples comme ça, et que je trouvais intéressant à voir dans la façon dont elle le mobilisait, mais bien sûr qui reste à vérifier, parce que là on est auprès de 28 personnes, donc ça reste exploratoire. Ensuite, donc, des logiques de privation. Alors là, vous pouvez avoir par exemple le fait de différer, quand on est au chômage, de différer le lever, tout simplement pour ne pas déjeuner, qui d'ordine, c'est bien connu. Donc on va remplacer le déjeuner par exemple par un gros petit déjeuner, ce qui permet aussi de faire une économie sur certaines denrées. Et puis donc une monotonie telle que je l'ai souligné, qui peut parfois aussi pousser en fait, certaines personnes à sauter les repas quand elles en ont marre de manger systématiquement des pâtes, donc ça coupe l'appétit, comme le disait cette personne. Des compétences, donc des réflexivités et des routines qui sont prégnantes, notamment donc, dans cette question de la gestion du budget, qui est plus vérifiée chez les nouveaux précaires, mais qui s'explique aussi par rapport à des nouveaux processus de socialisation. Alors beaucoup me disaient qu'au départ, donc, elles avaient tâtonné, qu'il y avait eu des erreurs, qui se traduisent par des abandons en fait, de produits en caisse lorsque le budget donc, est dépassé. Autre élément aussi qui était assez prégnant et qu'on connaît bien, c'est parfois ces personnes ne sont pas habituées, quand elles n'ont pas une tradition, enfin tradition c'est pas, pardon c'était maladroit, quand elles n'ont pas été familiarisées à la gestion des budgets, elles ne raisonnent pas toujours au kilo mais à la portion. Et ça, donc, ça a quand même une incidence sur la manière de gérer son budget. Voilà, donc elles ont pu être dans le rouge. Elles peuvent parfois aussi se laisser encore tenter par rapport à des modes de consommation qu'elles pouvaient avoir antérieurement. Et puis, difficulté aussi de calcul et d'appréhension, de projection par rapport au type de panier. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on rencontre chez les personnes qui étaient en pauvreté installée, c'est qu'elles savent très bien, quand elles visualisent un panier, pour combien à peu près elles vont en avoir. Ce qui est plus difficile quand on rentre en fait, dans la précarité. Au niveau du temps, c'est bon. D'accord. Donc une socialisation ancienne qui est plus vérifiée chez les pauvres installés, avec un habitus en quelque sorte de la logique comptable. Et beaucoup me disaient aussi cette expression « je suis une machine à compter ». Voilà, donc vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement présent, avoir le sentiment qu'il faut calculer surtout. Là par exemple, cette personne qui sait qu'elle a fait la dose pour ses pâtes, je sais que mon paquet de pâtes il fait 1 kg, je sais qu'il faut que je fasse 4 repas avec, voilà, et je pèse mes aliments. Avant je faisais attention, mais maintenant c'est pire. C'est ça que je suis devenue une machine à compter. Aucune place en tentation aussi pour ces personnes qui sont donc dans une pauvreté installée, nouvellement touchées par de la précarité. Elles expliquent bien souvent qu'elles n'ont pas été habituées déjà à craquer en fait, par le passé. Simplement, ce qu'il faut souligner, c'est que la précarité re-questionne systématiquement les routines. Je vous le disais tout à l'heure, l'évolution des prix, l'incertitude des factures aussi qui peuvent tomber comme ça, amène systématiquement à devoir re-réfléchir à la manière dont on s'approvisionne. Donc ça peut entraîner une certaine forme de lassitude de la logique comptable, plus vraie, tout est relatif, 28 entretiens, auprès des personnes que j'avais rencontrées qui étaient en pauvreté installée, versus une certaine fierté, à prendre avec des pincettes aussi, de savoir faire des affaires chez les nouveaux précaires. Donc ça, je vais m'en expliquer un petit peu après sur la question aussi des marques et de nouvelles fonctions. Alors, pour les marques, donc, il y a une fonction rassurante qui est présente aussi dans l'ensemble de la population, avec donc, une dimension symbolique de l'incorporation très, très présente, et des logiques aussi, ce qu'on appelle l'antonomase, qui est très très présent dans les discours. On va parler du Coca Zéro pour évoquer par exemple le produit en fait, d'un supermarché de discount. Ce que ça traduit aussi, c'est une logique de normalité, faire comme si on était riche, avec des aspirations à consommer. Par exemple, cette personne qui a acheté la machine à panini pour pouvoir consommer comme les autres dans le quartier, simplement donc elle fait les panini chez elle et elle va les consommer avec ses enfants ensuite dans l'espace public. Donc on voit bien comment cette personne a appris à concilier à la fois quelque chose qui serait dans l'air du temps avec donc, son budget disponible. Et ceci est plus vérifié chez les jeunes et les nouveaux précaires. Donc ça traduit en arrière-plan des formes de socialisation donc, passées sur ces aspirations à consommer aussi de la marque ou des choses qui sont relativement tendances. Versus chez les pauvres installés ou chez les seniors, une indifférence un peu plus forte par rapport à ces marques liées donc à un habitus plus ancien.
Alors des stratégies d'économie aussi sont observées autour de la substitution par exemple d'un ingrédient par un autre moins cher. Ça c'est quelque chose qui est aussi bien documenté. La suppression aussi d'un ingrédient, c'est-à-dire qu'on va dénaturer des recettes, voire on va accommoder. Et ça parfois ça a un côté un petit peu défi aussi chez certaines personnes, tout simplement voilà, pour des questions de gestion du coût. Le fait maison aussi qui va revenir chez certains foyers. Alors en pauvreté installée, il y a une plus grande habitude à cuisiner en raison du coût. Beaucoup donc, me parlent notamment là, dans le contexte de soupe, etc. Et puis pour les personnes nouvellement précaires, vous avez soit des personnes qui étaient habituées à avoir du prêt à consommer, soit certaines personnes qui redécouvrent ou découvrent la cuisine. Et ça s'accompagne aussi de l'engouement médiatique qu'il y a à l'heure actuelle sur la cuisine, au travers donc, des émissions télévisées, mais aussi des sites internet. Et il y a en quelque sorte une espèce d'enjeu, voire de défi culinaire chez ces personnes, à supprimer donc, des ingrédients coûteux, à se réapproprier des recettes et à pouvoir communiquer là-dessus au travers de forums. Des logiques de portionnement avec les calculs des rations que j'ai évoquées tout à l'heure, et puis des logiques aussi d'économie d'énergie. Précarité s'accompagne aussi souvent de cette précarité énergétique dont on parle beaucoup en ce moment. Des personnes qui vont faire la cuisine une seule fois par jour, ou une fois par exemple tous les 15 jours quand elles ont un congélateur et qui vont congeler, tout simplement pour éviter de trop augmenter la facture de gaz ou d'électricité. Alors par rapport aux enfants, il y a des petits éléments aussi qui apparaissent en fonction donc, des situations dans la pauvreté, avec soit donc, des stratégies de désamorçage et un masquage de la situation pour protéger les enfants, notamment alors, sur cette question des temporalités des repas et privations. Donc ça aussi, c'est assez bien documenté, de montrer que parfois, les mamans font manger leurs enfants avant, tout simplement pour masquer à leurs yeux qu'elles se restreignent. Des discussions aussi qui sont différées dans le couple pour éviter donc d'informer les enfants sur la situation, et puis donc des situations qui sont tues et cachées pour toujours les protéger. Des stratégies aussi de désamorçage qui peuvent être observées au travers, au contraire, de l'explication de la situation et de la responsabilisation des enfants, notamment sur la question du choix des produits, du refus de la gourmandise et de logique de modération, du contrôle des prises, voire aussi de l'arrêt du goûter, par exemple. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Stratégie de désamorçage également au niveau des modes de consommation. Donc là, on va masquer un petit peu la situation avec l'achat d'équipements, comme je le mentionnais tout à l'heure, pour faire comme si. Donc c'est l'exemple du panini ou du hamburger maison, où on continue à appartenir à la société, mais on le fait à la maison et on explique aux enfants que ça revient moins cher. Une chasse aussi aux promotions qui est très, très forte pour remplir les placards et ne pas présenter de placard ou frigo vide. Donc un roulement qui doit être présent et surtout visible pour les enfants. Et puis le retour aussi du fait maison, avec notamment par exemple la fabrication de gâteaux ou de flans pour les mamans. Alors, peut-être que je m'arrêterai là, simplement, puisqu'on a beaucoup parlé effectivement dans le cadre de l'obésité chez l'enfant, de l'incidence de la collation matinale. Il est vrai que dans les entretiens que j'ai pu réaliser avec les mamans, là, ça a eu une espèce de dommage collatéral pour les plus démunis, en supprimant cette collation matinale, parce que voilà, très souvent les enfants partaient le ventre vide du foyer et avaient donc la possibilité de consommer à l'école. Par contre, dans le phénomène inverse, le fait qu'il y ait parfois l'idée d'une suppression du goûter qui est valable dans certains établissements, ça a pu soulager les parents, notamment parce qu'ils ne pouvaient pas suivre par rapport à la fois aux quantités, mais aussi au type d'offres qui étaient demandées, à savoir des briquettes de jus de fruits, des compotes ou des gâteaux, qui sont des produits relativement coûteux, qu'on ne trouve pas forcément donc, dans les dispositifs d'aide alimentaire, pas toujours. Et là, du coup, le fait que ce soit supprimé, ça leur a fait, au contraire, ça les a soulagés. La gratuité de la cantine, bien entendu, entraîne aussi un grand soulagement et une compensation. Généralement, ça a pour les mamans en fait une fonction de réassurance très forte, à savoir que l'enfant ou leurs enfants ont eu au moins un repas équilibré dans la journée. Bon, voilà, je crois que je vais en rester là. Alors, effectivement, là, j'aurais pu en parler, on en parlera peut-être sur les questions, mais autour des questions de plaisir, qui sont des dimensions souvent absentes des travaux et pourtant très intéressantes en fait, à recueillir auprès des personnes.
D'accord. L'idée, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur ces dimensions de plaisir, l'idée c'était effectivement de se dire que ces personnes aussi ont des représentations qui sont proches du reste de la société. Dans leur discours, les dimensions de commensalité, de convivialité, de partage sont très prégnantes. Le plaisir des enfants, évidemment, prime et fait naître celui des parents. Donc, on voit qu'on n'est pas très différent de tous les parents. Et puis, donc, cette dimension aussi d'un plaisir qui est inscrit dans l'immédiateté et le quotidien, donc l'hédonisme populaire. Simplement, dans les pratiques, il est parfois plus difficile à mettre en œuvre. Alors, bien sûr, donc une baisse des sociabilités et le partage en équitable, tel que tu l'as mentionné tout à l'heure. La diminution aussi des repas pris en commun pour masquer les logiques de restriction. Le don de plaisir aussi, qui plus souvent est inscrit au cœur du sacrifice, de logique sacrificielle. Ça a une incidence quand même très forte pour les mamans. Et puis c'est un plaisir qui est souvent inscrit de façon extraordinaire. Et on en parle souvent par rapport à une rupture de la monotonie alimentaire dans laquelle on se retrouve. Enfin, il est présent aussi chez certaines personnes autour de la question d'un Eldorado, un souvenir qu'on pouvait avoir et dont on a peur en fait, de ne plus pouvoir l'atteindre. Donc c'est des dimensions qui sont présentes, mais effectivement qui sont plus complexes à mettre en œuvre en situation de précarité. Et peut-être alors juste finir sur la question de la santé, peut-être. Dans les personnes que j'ai rencontrées, globalement, elles étaient plutôt bien informées des liens alimentation et santé. Je ne dis pas qu'elles avaient une connaissance précise des informations nutritionnelles. Elles étaient en tous les cas au courant des enjeux sociétaux sur ces dimensions-là. Surtout, il y avait une conscience de mal manger. Enfin, quasiment toutes ont évoqué cette dimension du mal manger chez elles. Et ceci, en règle générale, et surtout chez les parents, très générateur de tension et d'angoisse, avec donc toute cette problématique de la conséquence sur la santé de l'absence ou de l'insuffisance de produits. La problématique aussi des conséquences, alors c'est plus vrai chez les hommes, les jeunes hommes, des conséquences professionnelles du mauvaise hygiène alimentaire, avec la métaphore du corps-machine, le fait qu'on ne puisse plus nourrir la machine et donc plus être compétitif pour retrouver un travail. Et puis, bien entendu, la problématique de la difficulté du suivi du régime en raison du coût des produits. Et ceci donc, peut se traduire aussi par ne plus savoir manger avec des logiques de restriction et de privation, voire de compensation ou de grignotage, et puis des logiques d'abandon, en fait, de démotivation à se nourrir. Donc l'idée, c'était vraiment de voir qu'avec la thématisation actuelle de la médicalisation de l'alimentation, ces personnes sont quand même bien documentées aussi au travers des médias, bien informés et ont vraiment le sentiment d'être hors du coup, quoi, en quelque sorte, parfois sur ces dimensions-là. Voilà, je vous remercie.